Monsieur Chouaib Boutamine, vous êtes un expert dans les questions énergétiques. Le gaz aujourd'hui, on en parle comme un enjeu stratégique. Il y a quelques années encore, il n'avait pas peut-être ce statut. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que le gaz attise autant d'attention au point d'être, comme le disait M. Ghislain, dans cette obligation de se concerter, de se réunir régulièrement et en parler, car aujourd'hui le gaz est au cœur de la stratégie énergétique. Exactement, quand on voit les problèmes majeurs géostratégiques qui règnent sur la scène internationale, j'aimerais bien faire un rappel que le dernier sommet, le 6e sommet qui s'est tenu au Qatar, au Doha, le 22 février 2022. 2 jours après, le 24 février, il y avait le déclenchement de la guerre en Ukraine. Et après, on a bien vu les défis géopolitiques. Alors, la Russie, si on parle de géopolitique, la Russie qui a exporté 155 milliards de mètres cubes de gaz naturel avant le déclenchement de la guerre, qui représentait 40% des besoins énergétiques de l'Europe. Aujourd'hui, la Russie représente seulement 15% de besoins énergétiques pour l'Union européenne. Ça, c'est un challenge, c'est un défi qui est très majeur. Alors, si on voit ce qui s'est passé dans cette période-là, on voit aussi le sabotage du Nord Stream 1 et 2. Il faut se rappeler que la Russie est le deuxième plus grand pays producteur de gaz naturel dans le monde et qu'il y a la Russie qui a les plus grandes réserves en matière de gaz naturel. Elle a plus 47 TCM, trillion cubic meters, de gaz naturel dans le monde. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu le sabotage des Nord Stream 1 et 2. Le Nord Stream 1 qui a exporté 55 milliards de mètres cubes de gaz naturel annuellement. Le Nord Stream 2 qui a été fini le projet, mais n'a pas été inauguré. Alors ce qui s'est passé là-bas, c'est que la Russie exportait la majorité de son gaz naturel à travers les gazoducs. Aujourd'hui, c'est un nouveau déclin de la scène internationale énergétique. C'est que la Russie maintenant s'est orientée vers le GNL. C'est-à-dire que c'est une mutation qui s'est imposée un peu dans la scène internationale. Exactement, c'est tout lié. Et dans ce moment-là, les États-Unis ont pris de la place au sein de l'Union européenne. Parce que les Américains maintenant sont les premiers exportateurs de GNL vers le marché européen. Alors, d'après ces challenges-là, on voit directement au 7 octobre dernier, il y avait une deuxième guerre qui s'est déclenchée au Gaza. Alors on voit les problèmes géopolitiques maintenant, il y a les problèmes des tensions, des risques sécuritaires là-bas, et on voit que les vaisseaux du GNL, la majorité qui ne passent plus là-bas. Le Qatar, les vaisseaux Qatar ne passent pas par par le détroit d'El Mendeb, par exemple. Exactement. Et le Qatar qui exporte 25% de son GNL vers l'Union européenne avec le GNL. Maintenant, les vaisseaux, les bateaux, les méthaniers, vous voulez dire. Exactement, les méthaniers maintenant, elles passent par, comment s'appelle, Good Hope. C'est-à-dire qu'ils font, c'est tout un détour. Un détour et qui est... Et la conséquence, c'est qu'on livre le gaz naturel dans un délai de retard de 2 à 3 semaines. Alors, dans ce contexte-là, il y a des pays comme les États-Unis qui profitent et vendent le gaz naturel à travers l'Atlantique vers l'Union européenne. Alors, c'est 2 changements majeurs qui ont vraiment régné sur la scène internationale énergétique. Mais un autre problème qui se pose maintenant pour le marché gazier mondial, c'est les prix. Justement, vous tendez la perche avant d'aller vers les prix. J'aimerais écouter, M. Boutamine, vous parliez des prix tout à l'heure. Et est-ce que l'introduction, et on parle justement de cette mixture de modes d'approvisionnement, peut influencer de manière continue sur les prix du gaz, sur les différents marchés? Parce qu'il faut le rappeler, le gaz ne dispose pas encore d'un marché unifié. Il y a différents marchés, donc les prix diffèrent selon le mode de transport. Exactement. J'aimerais bien vous rappeler que avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, l'Europe exportait 20% de ses besoins énergétiques en GNL, jamais en gaz naturel. Vous voulez dire importer? Importer, voilà. Importer 20% de ses besoins en GNL. Aujourd'hui, l'Union européenne importe 42% de ses besoins de gaz naturel sous forme de GNL. Alors on voit déjà la part du GNL qui a pris déjà un élan. C'est-à-dire le replacement du gaz russe qui ne parvenait plus à l'Europe. Exactement. En parallèle, on voit aussi l'augmentation. Bon, cette augmentation vient beaucoup plus des États-Unis parce que
Les États-Unis maintenant produisaient en 2023 89 millions de tonnes. 64% de cette production a été orientée vers les pays de l'Union européenne, sous forme de JNL. Mais pour revenir sur la question des prix, l'Europe a acheté le gaz plus cher. Il faut le rappeler, c'est-à-dire que le gaz en GNL a été payé plus cher par les Européens. Comment vous expliquez cette acceptation, si on ose dire? C'est-à-dire qu'on a accepté de payer le gaz plus cher par rapport à ce qu'on importait avant en Russie. J'imagine que c'est plus fort qu'eux. C'est ça. Il y avait un challenge, il y avait un sabotage du Nord Stream 1 et 2. Et dans ce contexte, j'aimerais bien insister sur le rôle de transport du gaz naturel par les gazoducs. Alors si on voit les exportations de l'Algérie qui sont 2/3 à travers les gazoducs. Alors on voit une stabilité, on voit une certaine... on assure les investisseurs. Parce que si vous êtes un investisseur et vous voulez investir dans un projet de pétrochimie par exemple, vous aurez besoin à des livraisons qui sont stables. C'est le cas, le gazoduc algérien, les deux gazoducs, un à travers l'Espagne et l'autre à travers l'Italie. Le deuxième cas, c'est la Norvège. La Norvège qui vend à peu près dans 110 milliards de mètres cubes vers l'Union européenne, sont majoritairement à travers les pipes. Alors pour assurer les investisseurs, il faut investir beaucoup plus sur les pipes. Mais aujourd'hui, si on voit en été 2022, il y avait les prix de mégawatt du gaz naturel, le TTF, a été atteint les 350 € le mégawatt-heure. C'était un pic historique, on est bien d'accord. Historique, oui. Mais c'est ça le résultat. Alors, les pays européens maintenant, s'ils veulent avoir des investissements ou ils veulent des quotas stables en matière de gaz naturel, ils doivent investir dans les gazoducs. Et dans ce cas-là, j'aimerais bien insister sur le TSGP, le gazoduc qui va, Inch'Allah, qui connaîtra le jour, qui va traverser du Nigeria, le Niger et l'Algérie, qui va faire des shipments de 30 milliards de mètres cubes annuellement. Alors si on cherche la stabilité, voilà, c'est ça, il faut investir dans les pipes. Mais j'aimerais bien insister sur un point très important, que ça fait 3 semaines là, ou 4 semaines, l'administration Biden a décidé de geler les investissements sur les stations de JNL aux États-Unis. De liquéfaction. Oui. De liquéfaction, exactement. Oui. Alors, ce qui a mis la pression sur le pays de l'Union européenne. Alors, aujourd'hui, je vous donne le JNL et demain, ils ont bloqué. C'est ça la différence. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire qu'aujourd'hui, le GNL, il est victime de son succès. C'est-à-dire qu'il peut être une solution conjoncturelle, mais sur le long terme, cela représente peut-être une forme d'instabilité en matière d'approvisionnement. Cela dépend aussi des investissements et peut-être aussi du transport qui reste quand même un facteur de risque. Exactement, et des décisions politiques. Parce que c'est Biden, des décisions politiques également. Des décisions politiques, c'est Biden qui a dit, voilà, on arrête les projets qui sont dans l'avenir, 15 stations de GNL, il les a arrêtés. Alors, les Européens maintenant sont sous pression. Le deuxième point aussi, c'est les approvisionnements à travers Bab el-Mandeb aussi. Les GNL, les méthaniers qui passent par... Qui viennent notamment du Qatar. Ils ont changé d'itinéraire et ça avait vraiment mis de la pression sur les consommateurs. Alors c'est ça, les consommateurs, surtout pour nous les Africains, les Européens, ils doivent venir investir en Afrique beaucoup plus sur l'infrastructure de gazoduc, pourquoi pas avoir une stabilité d'approvisionnement. J'aurais posé la question à M. Chouaib Boutamine, justement sur l'expérience pionnière de l'Algérie en matière de production de GNL. Nous savons que l'Algérie avait justement investi dans ce domaine depuis les années 60 et aujourd'hui, plus que jamais, le GNL revient au devant de la scène. Qu'est-ce qu'elle peut apporter justement, cette expérience algérienne, notamment pour les pays exportateurs qui voudraient justement profiter de ce savoir-faire technologique et pourquoi pas le développer encore? Bien sûr, l'Algérie, il faut savoir que l'Algérie est le premier pays dans le monde qui a exporté le GNL en 1964, qui a été exporté du port d'Arzou vers l'Angleterre. Alors l'Algérie n'a pas seulement de l'expertise dans la production du GNL, mais aussi dans l'exploration, l'exploitation, le transport, le forage. Alors ici, je rejoins M. François, il faut investir dans l'exploration, ou l'exploitation aussi, d'accord? Ça, c'est très important. Mais, ça, c'est déjà beaucoup. Mais ce qu'on a besoin, nous, les Africains, on a besoin de la technologie pour extraire les découvertes. Et je vous donne un exemple. L'Algérie, qui a la 3e plus grande réserve dans le monde en matière de gaz non conventionnel. La 3e plus grande réserve de le monde. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, l'Algérie et d'autres pays africains
on a besoin de la technologie. J'aimerais bien vous informer que la production de l'Afrique en matière de gaz naturel, elle est seulement 250 milliards de mètres cubes. Alors, si les gens parlent aussi de la transition énergétique, les Africains participent seulement à moins de 4% des émissions CO2 sur toute la planète. Et nous sommes imposés par la taxe carbone, par les pays consommateurs. C'est le Carbon Border Adjustment Mechanism. Oui. Alors, vous voyez cette double standard de l'Occident, du consommateur. C'est l'Occident, c'est le pays occidentaux, les grandes puissances qui consomment plus de gaz, mais en fin de compte, ils imposent des taxes sur les pays africains. Est-ce que notre rôle aussi, à travers ce genre de réunion et au niveau du sommet, c'est de se défendre justement et d'imposer aussi cette logique de producteur et travailler égal à égal avec les pays consommateurs? Non, le consommateur, il est très conscient. Il est très conscient et il fait de la politique. Sincèrement, il fait de la politique, le consommateur. Parce qu'il sait, je vous donne un exemple. Au sein de l'Union européenne, la consommation du pétrole, elle est à 16 millions de barils par jour. 400 milliards de mètres cubes de consommation de gaz naturel par an. Je veux dire 400 milliards de mètres cubes, c'est énorme. Alors c'est 2 fois, 3 fois plus ce qu'on consomme en Afrique. Alors c'est ça le grand challenge pour les Africains, pour les pays africains. Et moi, j'encourage beaucoup plus quelques pays africains maintenant qui investissent sur le gaz naturel. Il y a la Mauritanie, le Sénégal. Et si on parle de transition énergétique, je crois que le Gabon a la 4e plus grande réserve de manganèse dans le monde. Alors si on parle de la transition énergétique, on parle de lithium batterie. Dans le lithium batterie, on a le cobalt, l'otium, manganèse. Et le Congo, à l'occasion, le Congo produit 70% du cobalt qui existe dans le monde. Genre, nous pouvons conjuguer nos efforts, profiter l'un de l'autre avec, bien sûr, un échange de bons procédés. À travers ce forum-là, on doit discuter, donner, revaloriser déjà le gaz naturel. Il faut donner de la valeur. Alors, pour éviter la perturbation des prix, maintenant, actuellement, sur le marché international, on doit investir dans la pétrochimie, on doit investir dans les transformations du gaz naturel pour avoir de l'urée et l'exporter vers les pays africains, parce qu'avec le changement climatique, il y a de la sécheresse et les terres arides dans l'Afrique ont besoin aussi. C'est-à-dire qu'on préconise aussi de rationaliser aussi, quand on extrait le gaz, il y a aussi cette industrie de transformation qui doit être développée au bénéfice du continent africain aussi. Bien sûr, et consolider les relations économiques entre les Africains. C'est ça notre problème en Afrique. Une fois, je me demande pourquoi. On a tout, mais on n'a rien. On a toutes les ressources naturelles. On a le soleil, on a les ressources lithium, on a de l'or, on a de l'eau, on a tout. Mais l'Afrique, elle est pauvre. Pourquoi l'Afrique, elle est pauvre? C'est ça la question qu'on doit poser. Alors aujourd'hui, à travers GECF, il y a pas mal d'Africains, je crois, il y a 5 qui sont membres. Qui sont membres permanents. Voilà, permanents, sont des Africains. J'imagine qu'on doit consolider cette relation. Il faut travailler de consolider le transférer l'Algérie à de l'expérience dans le forage, l'exploitation. Pourquoi pas ouvrir des voies de coopération avec nos voisins africains et en fin de compte, rajouter de la valeur à ce forum, mais à travers ce forum au continent africain qui est très riche et qui est l'avenir. Pourquoi je veux dire pourquoi l'Afrique c'est l'avenir? Parce qu'on ne peut pas parler de la transition énergétique sans parler de minéraux, parce que les minéraux rentrent dans le lithium batterie, de toute l'industrie de technologie, des avancées technologiques ont besoin de minéraux. C'est ça le rôle de l'Afrique maintenant. L'Afrique a raté pas mal de choses dans les dernières décennies, mais moi, il est encore temps peut-être de rattraper certaines... Aujourd'hui, les Africains doivent rattraper. Il y a une occasion en or. On a le gaz naturel, il faut avoir de la technologie pour l'extraire et il faut aussi investir dans les minéraux. Pourquoi pas? Parce qu'on a toutes les ressources qui sont chez nous. On doit coopérer et travailler entre nous. Pourquoi pas pour devenir, avoir de la force, de la puissance. Une fois qu'on aura de la puissance, j'imagine que les Africains peuvent avancer avec des pas très très solides. Merci. À ce 7e sommet. Chouaib Boutomi, un dernier mot avant de clore? Oui, bien sûr. J'aimerais bien noter, si vous permettez,
que l'Algérie est le plus grand producteur et exportateur de gaz naturel dans le continent africain. Et même en matière de GNL, elle a pris la part de... Maintenant, c'est le plus grand exportateur du GNL en Afrique. Alors, comme il a dit M. François, et même, c'est vraiment l'Algérie a un rôle à jouer sur la scène internationale gazière. Et comme il a dit François, on doit consolider notre coopération avec les Africains parce qu'on a toutes les ressources. Avec les pays africains, mais aussi avec les autres pays membres du GECF. Non, parce qu'avec mes collègues africains, avec moi aujourd'hui, on doit consolider tout d'abord avec eux. C'est vrai. Et puis, il faut aller avec d'autres pays. Les autres pays. Voilà, c'est ça le rôle de l'Algérie en Afrique. Et j'imagine qu'on doit travailler beaucoup et on doit renforcer cette coopération. Merci, monsieur. Je rappelle encore une fois à mes invités, monsieur Chouaib Boutamine, expert en questions énergétiques. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Le plaisir est à moi. Monsieur Gislou.